Les gars, on va y aller. C'est parti. Salut à tous, on est reparti pour un nouvel épisode du Twitch FC. Aujourd'hui, on va un peu déroger à la règle du Tour d'Europe classique et on va avoir un gros débat. Je vous le tease. En attendant, je vous présente mes chroniqueurs, mes amis, mes reis. Je commence par Manu. Comment ça va, Manu? Ben écoute, ça va très bien, Yad. Ravi d'être là après quelques petits épisodes d'absence. Eh ben oui, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu. Ça faisait une semaine. Ouais, une semaine, ouais. Ça va, t'es content? Ouais. T'es prêt, t'es chaud? Parce que là, je crois qu'il va y avoir du fight. Toujours là en termes de fight, on l'a vu hier. Sébastien, comment ça va? Toujours là. Salut à tous. Salut Yad. Salut Manu. T'étais contre tous hier, hein? Toujours. Parfois, il faut savoir prendre des positions. Tu es un homme de conviction. Et avec nous aussi, l'homme qui est au platine, c'est Majdi. Comment ça va, Majdi? Ça va. Salut Yad, salut à tous. C'est un petit perturbant, je te vois pas en fait. C'est ça le truc qui est relou. Je vais mettre sur le live. Tu me vois pas, mais sur le live, on me voit. Salut à tous. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais ça va arriver tout doucement. Ça va arriver doucement, ouais. On salue également Nico qui a des problèmes informatiques. Et oui, une fois n'est pas coutume, hier ça a annoncé l'orage et l'orage s'est abattu sur nous puisqu'il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de cam pour l'instant pour Nico. Donc on espère un retour vite parmi nous. Je reprends la phrase de Maxou, on pense à lui. Les mecs, je vais vous donner le programme qui apparaît à l'écran. On va commencer par parler du trophée The Best. Alors, le trophée The Best n'est pas le Ballon d'Or, mais bon, ça reste une distinction importante et on va en débattre étant donné que Lewandowski l'a gagné devant Messi et Ronaldo. Ensuite, le gros débat du soir, c'est Benzema. Est-ce qu'il est le meilleur neuf français de l'histoire? Comme vous avez pu le voir sur Twitter, la miniature est faite et il y a pas mal de noms quand même qui se bousculent et je sais d'avance, parce que j'ai les cartes en main, qu'il y a des désaccords là-dessus. Ensuite, la Minute Inter, évidemment, une petite Minute Inter. La Minute Inter. Manu a pas mal de tips sur l'Inter Spezia, je crois, c'est ça? Ouais. Bêtise, non? La Spezia, ouais. Si, c'est la Spezia ce week-end. Inter. Et ensuite, les paris, parce que même si on va pas forcément aborder tous les chocs, étant donné qu'on a beaucoup parlé des équipes quand même, la fin de l'année arrive, on essaye de varier un peu et on passe sur des débats toujours plus enflammés et toujours plus actuels. Les mecs, ça vous plaît ou pas? Mais bon, si on a moyen de se faire des sous pour offrir de beaux cadeaux pour Noël, bien sûr. Gérer, hein. Comme dirait Valentin, il a dit quoi? C'est quoi 100 € dans une vie? D'ailleurs, est-ce qu'il a passé des tips, Valentin? Parce que il avait proposé Thauvin et son équipe perd et il n'a pas marqué Thauvin. C'est gay. Bon, c'est pas grave. Écoute, c'est son coup d'essai. Il est encore jeune, il est encore fougueux, mais il va y arriver. On salue Jordan qui salue tout le monde sauf le Marocain. Il y en a qu'un. Donc, pas sympa pour Manu. Hein, Et qu'on va parler tout de suite. On va passer au programme et on va parler de la première partie. C'est le trophée The Best. Alors voilà, moi je vois Lewandowski qui gagne face à Messi et Ronaldo. Moi je vous demande votre avis.
tout d'abord, parce que pour moi, il y a un joueur, c'est flagrant, qui doit y être, au vu de la saison, malgré le fait qu'elle soit raccourcie, qu'il a faite, c'est Neymar. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre top 3? Est-ce que vous l'auriez changé? Je l'aurais un peu changé, perso. Moi aussi. Je suis d'accord pour Lewandowski. Mm. Je trouve que c'est une honte que Neymar ne soit pas dans le top 3. Même si, bon, la saison de Neymar, faut pas la résumer simplement à ce qui se passe à Lisbonne. Il a eu beaucoup de hauts et de bas sur son année 2020. Mais voilà, il fait un très bon match au match retour face à Dortmund. Et après, il fait un énorme Final 8. Même si sur la finale, il est quand même pas top. On peut pas... La grosse performance du PSG cette saison en Ligue des Champions, finaliste de la Ligue des Champions, elle est en grande partie due à Neymar. J'aurais pas mis Cristiano, j'aurais certainement pas mis Messi. Moi, il y a un joueur que je pense aurait mérité d'être dans ce top 3, parce qu'on parle beaucoup de Lewandowski, mais moi, je trouve que Neuer, c'est lui qui fait la bascule sur ce Bayern. Et il fait une saison énorme. Et si le Bayern remporte la finale de Ligue des Champions, c'est aussi parce que quand il fallait, il a su écœurer les Parisiens. Donc moi limite je l'aurais donné à Neuer. Ah, tu l'aurais Limite. donné à Neuer. Tu vois, j'hésite. J'aurais mis Lewandowski et Neuer en dessous, mais j'aurais peut-être voté pour Neuer en premier. C'est clair, c'est clair. Après, vu le parcours et tout, je trouve que Lewandowski, bon après voilà, t'as les buts contre Lyon, même sur la finale, tu vois. Et c'est pas, genre il m'a pas autant impressionné qu'il avait pu m'impressionner auparavant. Neuer m'a plus impressionné sur le Final 8. Manu, toi, c'est qui? Ouais, vas-y, Non, Majdi. non, j'allais juste dire, c'est vrai que Neuer, il est revenu à son meilleur niveau, au niveau auquel on l'a connu par le passé, et il a fait une grosse saison, Neuer. Mais je vais parler après de toute façon d'un autre joueur du Bayern de Munich aussi. À toi, T'avais parlé de Benarfa. Je Laisse choque du suspense. Ouais. Euh, moi, j'allais dire la même chose, pratiquement la même chose mot pour mot que Bassim sur Neymar. Il a un peu porté le PSG sur le Final 8. Il a été l'une des pièces maîtresses de cette équipe en Ligue des Champions, notamment à partir du match retour enfin, même pas du match retour, à l'aller aussi, puisqu'à l'aller il marque, et au match retour également. Le match retour, c'est un des meilleurs sur le terrain. J'aurais mis moi Cristiano dans ce top 3 en troisième position. Cela dit, pourquoi? Notamment à cause de son année civile 2020 où il termine meilleur buteur et il finit aussi second meilleur buteur de Serie A. À lui seul, il arrête. Enfin, je pense que le titre de la Juve est en partie dû à lui, en grosse partie, parce que sans Cristiano, je pense que la Juve ne termine pas champion la saison passée. En top et en numéro 1, j'aurais laissé Lewandowski qui a fait une saison relativement stratosphérique. Il n'y avait pas une semaine sans que le type n'envoie pas minimum un doublé. À 32, 33 ans, c'est franchement très fort ce qu'il a fait. Et petite parenthèse concernant Manuel Neuer. Effectivement, très grosse saison de sa part. Mais ça montre quand même alors je vais pas dire en fait qu'il est régulier, ce gardien, non, mais il avait connu une très grosse chute libre, lui et Thomas Müller, je sais pas, les deux, c'était corrélé. Ils avaient connu une très grosse baisse de régime où on avait remis en question leur limite, leur talent, quoi. Enfin, Thomas Müller, il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre, et Manuel Neuer était coutumier de nombreuses boulettes. Et là, il est revenu à son niveau Terminator, comme on peut l'appeler, par exemple, sur sa Coupe du Monde 2014, qui avait été écœurante pour les attaquants adverses, et celle-ci aussi, là, sur l'année 2020. Après, comme le dit Jordan sur le chat, Neuer s'était fait un peu faire rafaler par CR7 sur un match aller-retour contre Real Bayern. Donc, il a mis du temps à s'en remettre. Il s'en est remis. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence avec le Bayern. Lewandowski, limite, après, c'est un peu triste pour lui, mais on est habitué à ce qu'il marque tout le temps des buts. C'est son taf, il met tout le temps des buts. Et pourtant, le Bayern ne remportait pas tout le temps la Ligue des Champions. Il ne l'avait pas remporté avec Lewandowski pour l'instant avant l'été dernier. Et je pense que vraiment c'est Neuer qui arrive à faire la diff parce que en fait, il t'inspire une sérénité, une solidité, une force. Le mec est Terminator, comme disait Manu. Donc, il mérite d'être dans les trois. Est-ce que vous pensez que si Neymar n'y est pas, c'est parce que la Ligue 1 est le seul championnat à ne pas avoir repris parmi les 5 grands? Bah, ça a joué, hein. Vous pensez que ça a joué? Ouais, je pense que ça a joué. Après, en plus, en tant que tel, l'arrêt de la Ligue 1, j'ai pas vraiment compris. Je
Je trouvais ça stupide. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il partait un petit peu, enfin, il partait pas de loin par rapport aux autres. Mais ça a créé un très gros déficit. Ouais. Après, c'est vrai aussi que Neymar a une image aussi, pas de mauvais garçon, mais de fêtard, etc. C'est peut-être pas, on va dire, l'image qu'a envie de renvoyer la FIFA avec Ouais, Neymar. voilà, Ça peut jouer aussi pour moi, je pense. Après, c'est amplifié aussi par rapport à la personnalité qu'il peut avoir sur le terrain. Donc Neymar, on sait que c'est un gros chambreur. Il parle mal sur le terrain, ça on va pas se mentir. C'est vrai, il parle très mal, hein, ce mec, sur le terrain. Et en plus de ça, il a cette cape de comédien en fait que lui mettent les médias, voire même les supporters, que ce soit les supporters du Paris Saint-Germain et surtout les supporters adverses, à savoir on le touche à peine, il tombe par terre, il fait clap tonneau. Pareil, et il faut voir aussi la réaction des supporters adverses, voire de certains médias par rapport à sa blessure dimanche dernier face à Lyon. D'accord, on peut pointer du doigt la réputation qu'il a et le comportement qu'il a sur un terrain, mais lorsque tu prends une blessure comme ça, tu sais que ça peut potentiellement être grave. Donc essayer de désamorcer et minimiser ça par rapport à ce qu'il a pu faire sur un terrain avant, je trouve ça ridicule. Et tout ça en fait, tout ça, je pense que ça a dû jouer parce que Lewandowski c'est un compétiteur. Cristiano Ronaldo, c'est un très grand athlète, un très grand compétiteur, et Messi, c'est un surdoué de foot. La FIFA, ou je sais pas qui fait, je crois que c'est la FIFA, ouais. La FIFA, elle a dû se dire genre, ouais, bah non, ce type-là, par rapport à ces trois-là. Est-ce qu'elle s'est pas fiée au nombre de, enfin, à mon avis, il y a la réputation qui joue déjà parce que Messi et Ronaldo, ils sont limite tout le temps là et ça devient une coutume. Et t'as aussi peut-être le nombre de buts. Tu vois, après, c'est la FIFA, c'est cette même FIFA qui a offert le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014 à Messi, alors que. Ah bah. D'accord. En fait, le problème, c'est quoi? C'est au niveau des votes. C'est ça, c'est qu'il y a ce sont les joueurs qui votent et qui donnent aussi le trophée aux meilleurs joueurs à leurs yeux sur un terrain de football. Maintenant, est-ce que ça récompense vraiment le mec qui a fait la meilleure saison? Quand je vois ces trois-là, bon, évidemment, Lewandowski le gagne, mais quand je vois Messi et Ronaldo dans les trois, je me dis que non. Comme vous l'avez dit, il y a Neymar qui doit être dedans. Forcément, on l'a vu dans le Final 8, il a été très bon. Il a été décisif contre Dortmund et puis il a porté son équipe contre l'Atalanta et contre Leipzig, même s'il n'a pas marqué. Mais il a été décisif pour le PSG pour les ramener en finale. Et après, du côté du Bayern, c'est quand même difficile de tirer un joueur de ce Bayern-là, tant l'équipe a été très bonne collectivement. Il y a Neuer qui a été très bon, il y a Kimmich aussi, on n'en parle pas assez, et c'est rare de voir un joueur latéral et milieu de terrain à ce niveau-là. En fait, t'as toute l'équipe. Vous avez parlé de Müller aussi, mais t'as toute l'équipe qui a été bonne. Maintenant, c'est le buteur. Voilà, c'est le mec qui plante des buts. Et chaque saison aussi, c'est le meilleur buteur de son championnat et puis l'un des meilleurs buteurs en Europe. Donc forcément, je pense que Lewandowski, on devait le tirer de cette équipe-là. Après, faut savoir que, comme tu l'as dit, Majdi, les défenseurs et les milieux de terrain ont moins la cote que les attaquants. De toute façon, dans le foot, regardez, c'est les types qui marquent. C'est les gars qui font spectacle, qui font show, type Neymar, etc., Ronaldinho, Ricky Kaka en son temps, et les buteurs. Et c'est pour ça qu'à mon sens, je trouve pas ça spécialement, comment dire. Juste que Kimmich n'y soit pas, quoi. Mais le problème pour Neymar aussi, c'est alors je pense qu'il est apprécié par certains joueurs, mais il y en a plein qui ne l'apprécient pas, et du coup ça se ressent du coup dans ce top 3. Tu penses, Magic, que c'est que pour ça? Moi je pense aussi c'est parce que Neymar ça joue aussi. L'année 2020. Ouais, mais après le truc c'est que l'année 2020, Neymar dans l'imaginaire collectif, ok, t'as les matchs de Ligue des Champions du Final 8, ou même là genre Başakşehir et son match face à Başakşehir, mais il est souvent blessé. Franchement, t'as des périodes. Jordan qui nous dit vous abusez sur Neymar. Moi je suis pas il a été blessé tant que ça.
L'année dernière, Bah, il sur avait fait l'année plus top 2020. 5. Non, mais sur l'année 2020, t'as l'impression que son année 2020, elle démarre. Bah, alors moi, son match au Signal Iduna Park, il est pas incroyable. Hein, il met un but, mais bon, c'est un tapine qu'il fait. Par contre, le match retour, il est très très bon. Après, t'as l'énorme coupure du Covid et pas de Ligue 1. Il revient sur le Final 8. Il est énorme face à l'Atalanta, mais il marque pas. Face à Leipzig, il est très bon aussi, il marque pas. Face au Bayern, il marque pas et en plus, il fait pas un top match. Non, Donc, il fait pas un bon match du tout. Même, on est je d'accord. peux le dire. Donc, on salue Germinho également sur Germinho, et on sur le chat. remercie Air Force One pour le follow. Ouais, vas-y. Donc, c'est pas qu'un délit de sale gueule sur Neymar. Tu sais, c'est un joueur époustouflant sur des matchs, mais ça manque un peu. Pour le coup, c'est l'opposé de Lewandowski, où Lewandowski, ben, chaque semaine, comme Manu l'a dit, t'entends parler de lui. Lewandowski, Non, mais- tout le temps. Non, mais Bassim, il mérite quand même plus que Messi et Ronaldo d'être dans le top 3. Oui, J'ai juste ça. Après, oui, si toi, t'arrives à me oui, tirer beaucoup de joueurs qui sont meilleurs, non, qui c'est vrai. sont dans le top 3 Non, plus que lui. Moi, je les mettais pas forcément dans mon top 3, Messi et CR7. Après, CR7, faut pas oublier quand même qu'il te met le doublé face à l'OL en 8e. Bon, ils se font quand même éliminer. Mais tu sais que dans les matchs importants de Ligue des Champions, il marque. Mais je suis d'accord. Juste pour moi, Neymar, son absence, elle n'est pas due que un délit de sale gueule. Non, Je non, pense aussi d'accord. que parfois il manque de consistance dans ses performances. Bah, je suis d'accord avec toi, Bassim. C'est vrai qu'il est très irrégulier hein, quand il le veut. Par exemple, quand on regarde les matchs aujourd'hui du Paris Saint-Germain, on sent qu'il n'est pas spécialement à 100%, ce qui fait que ça se voit sur son jeu. Il porte trop le ballon, il cherche la faute, etc. Et ça dessert plus le PSG qu'autre chose. Par contre, si on fait la comparaison avec Léo Messi, ça fait déjà plusieurs mois que c'est pas spécialement bon ce qu'on voit. Et faut pas oublier aussi la rousse qu'ils ont pris, enfin la branlée qu'ils ont pris face à Bayern. C'était un 8-2. Messi il a été invisible. Là, c'est pas par exemple comme Neymar face à ce même Bayern qui a fait un match, on va dire, moyen, voire même très moyen. Là, par exemple, Messi, sur ce match, non seulement tu as ton équipe qui en prend 8, et en plus de ça, t'es invisible. Conjugue à ça que depuis la reprise du championnat espagnol, je crois qu'il a il est pas bon du tout. Hein. Je crois qu'il a dû mettre 4 buts en Liga, et 4 buts, dont 3 sur pénaux. Et là, il a marqué le week-end dernier. Enfin, pour moi, c'est assez dingue de le voir dans ce trio là aujourd'hui. Mais bon, après, vu que c'est les joueurs qui votent, ben, les joueurs vont toujours se dire, bah, Messi, forcément, c'est le meilleur, donc je le mets. Automatiquement. Voilà. Sans forcément récompenser ce qu'il a fait cette saison, mais plus encore une fois, l'imaginaire des joueurs joue beaucoup. En fait, limite, tu ne prends même plus compte des performances durant l'année, mais plus le niveau intrinsèque du joueur. Et donc, tu demandes un peu à, je sais pas qui, de choisir les trois meilleurs joueurs selon lui. Bah, il va souvent te mettre Messi, Cristiano, et après, ça va varier. Non, voilà. Comme c'est un peu ce qu'on voit depuis 2009 hein, maintenant. Non, mais c'est quoi Exactement. Est-ce qu'on récompense le meilleur joueur? Parce que les meilleurs joueurs, ce sera toujours Cristiano Ronaldo et Messi, hein, de toute façon. Non, mais Ou est-ce que c'est la meilleure saison? Est-ce que c'est la meilleure saison aussi? Mais c'est un débat sans fin, malheureusement. On va toujours on va toujours reprocher en fait aux joueurs de voter selon parfois même leurs amitiés aussi, ou leurs inimitiés, et aussi sur leur vision du joueur intrinsèque. Donc c'est un gros problème. On a Jordan qui nous dit, pour moi, Neymar mérite pas le top 3 monde cette année. Il lui manque encore quelque chose. Certes, la Juve et le Barça sont pas allés en finale de LDC. Chelou, mais bon, ils sont là, les gars. Ils sont là, les gars, eux. Ouais, ils sont là. Hein. Ils sont là, hein. Voilà. C'est quoi ton top 3, Jordi parce que tu mettrais Messi dans ton top 3, franchement? Tu vas voir, Maxime, il va mettre Neuer, Lewandowski et Müller. En tout cas, pour Neuer et Lewandowski, moi, je suis pas en désaccord. Moi, franchement, Neuer, je trouve qu'on souligne pas assez ce qu'il a fait. Voilà, Maxime, tu m'enverras un virement. Hein, je parlais de ton gardien préféré, c'est bon. Vas-y, Maxime, et on va finir. Ouais, juste pour terminer, moi, ce qui manque pour Neymar, c'est certainement une équipe avec qui il peut jouer. Là aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on voit en fait qu'il a des automatismes avec seulement certains joueurs.
par exemple Rafinha, Mbappé, voire Di Maria de temps à autre. Par contre, le reste, c'est marrant. De toute façon, vous regardez les matchs du Paris Saint-Germain également. Des fois, il peut même redescendre au milieu de terrain, récupérer la balle. Et les Gay, les Herrera, etc., il va pas les caler, hein, sauf Verratti. Donc, si, par exemple, le Paris Saint-Germain fait un recrutement très intelligent avec des joueurs assez forts techniquement pour pouvoir savoir comment jouer avec Neymar, je pense qu'à terme, Neymar, vous pourrez le voir dans le top 3 facile. Et vous pensez pas aussi c'est ça en fait, c'est ça la régularité, elle joue là-dessus. Et vous pensez pas que Neymar il lui manque aussi avec le PSG la grosse perf face à un gros d'Europe? Parce que là le parcours du PSG, malheureusement, t'élimines Dortmund, Leipzig et l'Atalanta. En fait, t'as pas genre le gros nom. Match mémorable. Par exemple, 2021, le PSG tape le Barça et Neymar te sort une masterclass à l'aller et au retour. Ça c'est le genre de truc qui marque l'imaginaire des joueurs. Ça va être le cas. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, ça va être shakespearien ce truc. Donc ça va être content moi. Mais de quelle grosse perf face au Real parle Youss? En tout cas, pas avec le PSG, parce que sur l'aller à Bernabeu, il fait un assez bon match, mais après il se blesse et le PSG gagne pas le match. Moi, je te parle vraiment du match que le mec, Messi, il a fait gagner des matchs de Ligue des Champions au Barça. Certes, ça commence à dater, mais voilà, Cristiano, que ce soit à la Juve, au Real, à United, il a des matchs références comme ça. Neymar au PSG, ça en manque. En tout cas, des gros noms. Hein. Je parle vraiment de gros noms. Liverpool, Germinho, c'est en poule. C'est vraiment des matchs à élimination directe. Genre vraiment, on a besoin qu'il porte son équipe match retour, comme il a porté le Barça face au PSG lors du 8 mars. Et sinon, alors t'as Youss qui nous dit est-ce que vous aimez bien le nouvel overlay? Évidemment qu'on aime, on apprécie. Du coup, on avait Germignon, on a la Foum aussi qui nous dit qui passe en tête en attendant le retour du tennis et de match point. Donc encore un fan, Bassima. C'est chaud ça. Hein. T'es vraiment beaucoup de meilleure émission tennis au monde. Au monde, évidemment. Il y a Jack aussi qui vient d'arriver là. Son match face à l'Atalanta, il nous dit. C'est le nom. Le problème, l'Atalanta, c'est pas une grosse équipe. Et il marque pas. Et ça, déjà. C'est ça, c'est un gros problème aujourd'hui je pense, dans la manière qu'on a d'évaluer les prestations des joueurs. C'est est-ce que le mec, à la fin, il a son nom sur le tableau d'affichage? Ouais, c'est clair. Les mecs, Germinho qui nous dit on se base trop sur les stats. Exactement. Pour moi, c'est exactement basé là-dessus et c'est sur une espèce d'habitude que tu as depuis 10 ans en fait de les mettre dans tous les tops, que ce soit Ballon d'Or ou The Best chaque année. Les mecs, on a assez parlé de joueurs insignifiants là, hein. Bon, ça suffit. On va parler du meilleur neuf de l'histoire, en tout cas le meilleur neuf français de l'histoire. Qui est-il pour vous? Est-ce que Benzema l'est? Je vous laisse la parole, moi j'écoute, je me délecte. Attends. Tu veux une question? Pose le contexte. Okay. C'est Zizou qui nous a dit que Benzema et Yazid Bop exactement, qui nous a dit que Benzema était le meilleur neuf français de l'histoire. Et moi, quand Zizou parle, j'ai envie d'écouter et j'ai envie de débattre là-dessus parce que c'est pas sorti de nulle part. Et je pense que la question, au fil des années, vu les titres, vu les trophées, se pose, surtout que tu as eu vraiment plusieurs Benzema en fait au Real, plusieurs Benzema différents au Real, et que le mec est toujours là et toujours aussi fort, voire encore plus fort. D'ailleurs, on pose la question au chat, hein. On attend vos meilleurs attaquants français de l'histoire. Ouais. Donnez-nous le meilleur, et si vous avez un top 3, après bon, le top 3 est pas forcément, c'est plus l'ordre du top 3 qui pourrait... Ouais, c'est l'ordre, hein, parce que y a pas 36 000 meilleurs attaquants. Si vous balancez Giroud sur le chat, ça y est. Vous allez vous faire back. Maxime a dit vive Giroud. Giroud numéro 1, SO Majdi. Ça se tape avec Giroud, mais oui, Benzema. Bon, les mecs. Moi, j'ai juste envie de dire F1 et karting. Hein. J'ai juste envie de dire ça après. Karting. Meilleur neuf. Alors, Youss nous demande meilleur neuf ou attaquant. Meilleur neuf. Parce
Parce que Merde. dans les attaquants, je compterais Ribéry, par exemple. Et là, bon... Ça reste ça- quand même pas Ribéry le meilleur attaquant français, gros. Écoute, ça rentre dans le top. Après, Qu'est-ce que tu là, me on parle... racontes? Non, arrête. Ça rentre dans le Mais top 5. arrête, gros. Ça rentre dans le top 5. Mais arrête, gros. Ribéry, t'as oh, mais il était trop Si fort. tu veux. Top 5 si tu veux, mais tu Mais mets non, pas mais- au-dessus de Benzema. Eh oh, Non, non. les gars, vous comparez deux joueurs qui sont incomparables. T'en as un qui joue sur le côté, t'en as un Merci, qui joue sur le ouais, côté, remarqué, t'as Benzema bordel. qui joue en neuf. Non mais à un moment Merci, donné, mais- de quoi vous parlez mais- là? Non, mais après, Paris à Harry Saban. après, ce qu'il faut savoir, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que neuf, si on prend le meilleur neuf, hein, il l'est pas. Pour moi, il l'est pas, mais il en fait partie. Il fait partie des meilleurs attaquants, des meilleurs neufs français. Manu, c'est pas ce qu'on te demande, malheureusement. Voilà. Par contre, pour moi, il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas Parce que pour moi, c'est Thierry Henry. Il faut avoir en fait cette constance. Tu te il faut mouilles avoir, direct. Tu te ouais, non, mouilles, il faut Thierry avoir Henry. en fait, cette constance, Titi. que ce soit en équipe nationale ou en club. Titi, on sait que sa période Arsenal, elle a été stratosphérique. Oui. Ça tutoyait le soleil. Et que lorsqu'il était en équipe de France, il faisait le taf. Et non seulement il faisait le taf dans les matchs pétés, faut dire ce qu'il y a, que ce soit dans les matchs amicaux, dans les matchs de qualificatifs, dans les phases de poule lors de compétitions internationales et également en phase éliminatoire. Ce qu'un certain neuf aujourd'hui en équipe de France ne fait pas. Mais bon, voilà. Par exemple, Bien dit, voilà. bien dit. Par exemple, si je prends Titi, on va parler vrai. L'un des meilleurs matchs de l'équipe de France que j'ai vu, c'était le France-Brésil 2006, qui marque Titi sur une passe décisive de Zidane. Et sur ce match-là, c'est même pas en fait c'est même pas que Thierry Henry en fait qui avait élevé son niveau de jeu. C'était toute l'équipe de France portée par un Zidane qui ce soir-là, c'était bref, je me revois à 20 ans, c'était incroyable. Je revois Et- 3 ans. Ah non, mais ce match-là était incroyable. Ensuite, Thierry Henry, il nous a aussi sauvé la mise pas mal de fois face à l'Irlande, même s'il y a eu la polémique de la main. Dans d'autres matchs, mais malheureusement sur la fin, c'était pas ça. Par exemple, sa Coupe du Monde 2010 totalement ratée, son Euro 2008 qui était totalement raté également. Mais de manière plus globale, Thierry Henry en fait et c'était beaucoup plus, on va dire, homogène par rapport à Benzema. Benzema, en équipe de France, malgré tout ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant avec lui, lorsqu'il y était, ça m'a pas spécialement transcendé. Par exemple, j'attendais beaucoup de lui face à l'Allemagne en 2014. Je me dis que ce soit lui ou Griezmann. Il y avait Neuer en face de lui, quoi. C'est vrai, mais alors, tu veux réagir maintenant? c'est sur ces matchs-là. Mais c'est sur ces matchs-là, en fait, qu'on voit si les gars peuvent marquer les esprits. Malheureusement, il l'a pas fait. Bon, il a marqué. Henry a des matchs références, surtout aussi en équipe de France où il gagne quand même la Coupe du Monde 98, même si Oui, c'était d'accord, pas un mais- titulaire et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, après, par contre, à l'Euro 2000 aussi, il la gagne, il est titulaire. Il joue. Mais moi, je voudrais poser En une équipe de question France. Non, mais Thierry Henry sur l'Euro 2000, Thierry Henry, c'est incroyable. Ça aussi. Mais Manu, c'est incroyable. de 2006, on va faire de la fiction. Tu mets Benzema à la place de Thierry Henry. Tu penses que Benzema ferait tâche dans cette équipe? Ce Benzema-là, non. Benzema là, ouais. Non, après, je sais pas si on peut dire si c'est subjectif, objectif, ce que je dis, etc. Mais je pense pas. Henry, et là pour le coup, ça fait un peu. Je vais défendre Benzema là-dessus. C'est que Henry, il a une génération dorée. Benzema, quand il fait la Coupe du Monde 2014, autour de lui, il y a Valbuena, Sissoko, Giroud, Griezmann qui a 14 ans. Il a une équipe, franchement. C'est une équipe pour l'instant qui est faite de briques et de broc, comme le veut l'expression. Il a jamais eu 2008, il n'est pas sélectionné. L'Euro 2012. Bon, l'Euro 2012, c'est une colonie de vacances. Donc, t'as Ben Arfa, t'as Menez, c'était une génération qui n'était Oui, mais pas. Et on attends. a fait écho au débat qu'on a eu avec. Bassim. Attends, L'Euro 2012. Attends. Alors, vas-y, termine. Juste terminer en disant. De toute façon, il en reste une. Hein. Benzema, il a vraiment pas eu de chance. C'est que quand il tombe dans la pire époque de l'équipe de France.
Raymond Domenech. Et après, c'est Laurent Blanc qui était en mode victime à l'Euro 2012. Franchement, là-dessus, moi, la seule chose que je vais retenir de Benzema en équipe de France, moi, c'est ce match face à l'Ukraine, son match référence et sa phase de poule en Coupe du Monde, où lui, il porte l'équipe, c'est lui la star et il tient son rôle. Que ce soit face à la Suisse, face à l'Équateur, et j'ai oublié, c'était et le Honduras. Honduras, il arrive direct, il score. Et je crois il passe pas loin de scorer un triplé sur l'un des deux matchs. Ouais, non, et je crois je sais pas si c'est sur cette Coupe du Monde là ou l'autre, mais il marque à la toute fin et l'arbitre siffle. Ouais, la fin du match contre la Suisse. Je m'en rappelle parce que t'avais Vicente Lizarazu qui avait gueulé dans le micro et qui après genre s'est arraché les cheveux en disant que l'arbitre avait pas le droit de faire ça, etc. Et je pense ça devait être contre la Suisse. Par contre, le 5-2, je crois. Ouais, c'était 5-2. Bon, franchement, match magnifique, un des meilleurs de l'équipe de France. Ouais, c'est le 5-2 en 2014. Et alors, du coup, j'ai un point de chat parce qu'on a posé la question et les gens ont répondu. Et bah oui, ils nous ont répondu. Ils sont polis. Bon, il y a Yus qui nous dit Gignac, d'accord. T-Jack 9265 qui nous dit on oublie trop Papin. Alors ça, c'est. Et ça, c'était. C'est moi qui voulais. C'était un peu pour les boomers. On va en parler. On remercie Emeril pour le follow, non pas Emeric, qui on souhaite toujours un joyeux anniversaire. Il reste 47 minutes. Le fil rouge du QTFC. C'est toujours l'anniversaire d'Emeric. Toujours l'anniversaire. Maxime qui nous dit Henri, Papin, Cantona. C'est vrai que tu les as beaucoup vus jouer, toi. Henri aussi incroyable joueur. Alors Papin, je pourrais pas le juger, jamais vu, comme quasi tout le monde ici, mais bon, entre Henri et Benzema, on est obligé de dire que c'est surtout que Henri a beaucoup joué. Bah justement, Manu, tu vas nous en parler. Et surtout que Henri a beaucoup joué sur un côté. Et ouais, mais attends. Non, mais attends. Il a pas beaucoup joué sur un côté. C'est à Barcelone, oui, il a joué sur un côté, mais à Arsenal, il joue en pointe. Ouais. Arsenal, il jouait en pointe et il était épaulé de Marco Overmars fut en temps et Dennis Bergkamp également. Mais Henri, déjà sur les noms cités, c'est celui qui a eu la meilleure carrière en équipe de France. Ça, c'est clair et net. Mais justement, mais tu vois là où notre débat se plaçait, justement, je voyais que ça parlait beaucoup d'équipe de France. C'est normal d'avoir fait le point là-dessus. Mais on va pas parler de France, tu vois. On parle pas de qui est le meilleur avant-centre de l'équipe de France. C'est gros, tu vois. Mais les deux vont perdre. Mais bien sûr, il y a que Henri qui gagne parce que Cantona en équipe de France, on peut comparer son histoire à celle de Benzema. Pareil pour Papin, c'était les seuls dont on parlait. C'est un tout. Faut prendre la carrière en équipe de France et aussi en club. Tu prends les deux. Il y a pas c'est pas parce que Benzema ne fait pas carrière en équipe de France parce qu'il n'est pas sélectionné qu'il faut omettre la partie équipe de France de Thierry Henry. Je le omets pas. Faut juste pour moi la pondérer. Pour moi, faut juste la pondérer parce que tu prends beaucoup d'avant-centres et dans une génération, dans pas mal de générations, tu as des grands avant-centres de clubs qui n'ont pas forcément eu la même carrière en sélection en sélection nationale. Je sais pas si tu demandes à un Espagnol quel est le meilleur attaquant espagnol entre Raúl et Fernando Torres, beaucoup vont choisir Raúl alors que Fernando Torres, il fait partie de toutes les générations qui ont gagné avec l'Espagne. C'est dur de demander ou de juger que par rapport à la sélection nationale. Même s'il faut la rapport à la sélection. Jugeons par rapport au club. Yad, on juge pas que par la sélection nationale, on juge aussi par rapport au club. Et Henry, j'ai l'impression qu'il a une carrière en club de joueur de D2. Il a en club à Arsenal, et ça a été une star. Non mais quoi? Non mais à l'époque aussi. Non mais à l'époque Arsenal c'était une grosse équipe. À l'époque Arsenal, c'est pas le Real. C'est quoi qu'il arrive. Ok, mais très bonne équipe. Thierry Henry, il gagne le championnat, la première ligue, il gagne le championnat plusieurs fois. Il amène son équipe en finale contre le Barça. Il gagne la Champions League avec le Barça. Le mec, il a une statue de lui à Londres. Je veux dire que le mec, en dehors des statistiques ou de tous les buts, toutes les passes D qu'il a fait, le mec, il a porté son équipe d'Arsenal. C'est lui, ça a été la star, le héros d'Arsenal. Mais ça, on le remet pas en cause. On compare pas Thierry Henry à David Ngog. Ce que je veux dire, peut-être que
Thierry Henry a eu plus d'impact dans son équipe d'Arsenal que Benzema l'a peut-être eu au Real, je pense. Parce qu'il y a eu Cristiano Ronaldo, à un moment donné qui était là, et moi je pense que Thierry Henry a eu plus d'impact. Ah, Manu ne te suit pas. Non, je suis pas sûr. Alors Thierry Henry, quand il arrive à Arsenal, il arrive après son passage foiré à la Juve, faut dire ce qu'il est. Il arrive dans une équipe d'Arsenal, comme je l'ai dit, où il y avait, où t'avais des Marco Overmars, Dennis Bergkamp, t'avais encore les mecs, genre les Ray Parlour, là, le gars qui envoyait des sacoches de 40, des Martin Keown, David Seaman, etc. Donc déjà, le mec, il arrive super jeune et il s'impose direct. Et non seulement il s'impose direct, mais quand t'as les mecs, les Overmars, les Bergkamp, etc., qui partent à la retraite, et que t'as les Pires, t'as les Freddy Ljungberg, qui se ramènent, derrière, c'est Thierry Henry, en fait, qui remet, en fait, cette panoplie de leaders. Et avec ça, franchement, ce qu'il a fait, c'est fort. Il a gagné, ses titres, national. Ce qui lui manquait juste, c'était un titre, sur le plan européen. On est d'accord, qui a failli arriver en 2006, mais qui n'est jamais arrivé. On est d'accord alors, Manu. Là, sur Thierry Henry, il n'y a pas de souci. Benzema, c'est autre chose, parce que Benzema, il arrive également en tant que joueur, on va dire entre guillemets, en devenir au Real Madrid en 2009, quand il part de Lyon. Il y avait 1001 raisons pour que ça se pète la gueule. Il y avait 1001 raisons pour que ça se pète la gueule. Chaque été, ça parlait d'un nouveau mec qui allait prendre sa place. Il y avait 1001 raisons pour que ça se pète la gueule. Et pourquoi? Parce que rien ne lui a été donné, parce que c'est le Real. Non, c'est le Real. Il arrive. Exactement. Mais je dis, c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Germino. Arsenal, c'était une énorme équipe. Moi, je vais jamais remettre ça en question. Les invincibles d'Arsenal, moi, je regardais ça. Moi, c'est pas ça. Mais la pression qu'a eu Benzema au Real n'est pas du tout, pour moi, n'est pas du tout comparable au statut qu'a eu Henry. Henry a eu la force de s'imposer très rapidement, mais il n'a jamais été remis en question parce que ça restait entre guillemets que Arsenal. Au Real, Benzema a toujours été remis en question. Il a peut-être été remis en question parce que il a peut-être été remis en question parce qu'il y avait la concurrence aussi. Même s'il a gagné face à cette concurrence-là, il y a eu la concurrence. À un moment donné, il n'a pas eu aussi, à son arrivée au Real de Madrid, des performances exceptionnelles non plus. Il a été bon, mais parfois il a été mauvais aussi sur le terrain. Il y a des matchs à un moment donné que je regardais de Benzema, il était un peu lourd sur le terrain, il n'était pas dedans. Ça faut le dire. Il arrive au Real à 21 ans. Cite-moi des joueurs qui ont fait 11 ans au Real. C'est ça. Non, mais, je suis d'accord. Ils ne sont pas espagnols. Ils ne sont pas espagnols. Et ça, on ne sent pas. Non, oui. Mais en fait, ça, j'ai trop l'impression que tu le négliges parce que c'est un accomplissement incroyable de faire ça. Parce que regarde, bah si, un peu quand même, Magie, je suis désolé. C'est pour ça que je suis pas avec toi. Tu peux pas comparer avec ce que fait Henry. Et pourtant, Henry, c'est une légende à Arsenal et c'est mérité. Henry est incroyable à Arsenal. Mais ce que fait Benzema sur la longévité, il a grandi. Le mec était là sous Mourinho, sous Ancelotti, sous Zidane et il est encore là. Même à l'heure actuelle, quand le Real est mauvais, il est là. Il est là. C'est lui qui marque. Et c'est surtout que le Real, on aide les petits jeunes. Et c'est surtout aussi que le Real, on sait très bien que pour les joueurs étrangers, voire même pour les joueurs, pour certains joueurs espagnols, c'est un environnement, enfin de manière globale, un environnement très nocif. C'est très toxique comme club. Anelka, elle disait dans son documentaire d'ailleurs. Chaque été, en fait, t'as un tas de rumeurs, à la con, et même tout au long d'une saison, t'as toujours en fait les médias qui vont arriver, qui vont essayer de chercher la petite bête pour essayer de déstabiliser le club, déstabiliser les joueurs, etc. Et Benzema, il est toujours passé au travers de ça, et c'est ça pour moi qui est qui est simplement la marque des grands. C'est 11 ans. Et ça, il a connu à un moment cet environnement toxique quand il est arrivé au Barça. Il est arrivé 2007-2008, ça le traitait comme si c'était un vulgaire tout droit de Ligue 1. 2008-2009, le mec, on le met sur le côté. Et 2009-2010, il est quasi plus titulaire parce qu'il y a Bojan Kirkic. Henry, à ce moment-là, on a vu le Henry, entre guillemets, le statut qu'il avait à Arsenal. Non, je suis pas d'accord parce que il a pas tenu, il a pas résisté à cette pression.
Henry, il vient à Barcelone, il est en fin de carrière, Henry. Enfin, il est plutôt en fin de carrière. Il vient pas à Mais 25 ans. mais il est pas si vieux que ça. Hein. Non, mais Il arrive à Barcelone, il a 31. Il a 31 ans. Ouais. Oui, mais voilà, il est plus sur la Fatigué. fin que sur le début. Benzema, là, il a quel âge? Il a 33 ans, Benzema? Ouais, il va faire 34. 34 ans. Voilà. Bonifié. On a connu. Non, mais Bassim, tu me parles de Boyan. On a connu le Thierry Henry aussi sur la fin. Donc c'est normal aussi à un moment donné qu'il tourne. Non. Voilà. Et il avait aussi, faut pas le négliger, il avait des problèmes de dos aussi qui l'empêchaient d'être au top physiquement, Thierry Henry, sur la fin de sa carrière. Donc quand il était à Arsenal, c'était le patron. Moi, je veux juste dire ça en fait. Je veux juste dire que la pression, la plus grosse pression, c'est Cristiano Ronaldo à un moment donné qu'il l'avait au Real et qu'il a longtemps eu. Là maintenant c'est Benzema le patron. Mais avant, c'était Thierry Henry qui, à Arsenal, avait le plus de pression et était l'homme fort d'Arsenal. C'est ça que je veux te dire. Avant que tu parles du chat, ben, la pression que a eu Cristiano au Real, déjà, il y a très peu très peu de joueurs qui l'ont eu sur ces 20 dernières années. Et Benzema, pourquoi il était indiscutable et pourquoi Cristiano a toujours voulu que Benzema soit titulaire? Parce que Benzema lui permettait en même temps de lui soulager de cette pression. Et ce que faisait Benzema à ce moment-là, surtout quand il y a eu l'arrivée de Gareth Bale, personne n'a été capable de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, peut-être pour toi, c'est un argument en défaveur de Benzema. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très fort pour un joueur de savoir comment jouer, comment se placer et comment adopter la bonne position selon qui il y a autour de lui. Et dernier élément, pour juste revenir sur un truc sur l'équipe de France, on parlait de l'équipe de France, et l'équipe de France post-2006, Henry est encore là, et franchement, elle fait peine à voir cette équipe de France. Et Henry, il est beaucoup moins bon. Parce que tu l'as senti aussi, il n'avait plus les mêmes tauliers. Ça a eu un énorme impact. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de Papin. Encore une fois, il est sur la fin de sa carrière aussi, Thierry Henry en équipe de France en 2008. Oui, mais c'est la fin de sa carrière. Donc, après, voilà, le mot-clé, c'est à mon avis la longévité, tu vois, parce que pour le coup, Benzema a 33 ans et peut-être dans une des meilleures formes de sa carrière, alors que Henry a 30 ans, sur 3 saisons au Barça, il est bon une seule. C'est celle du milieu, celle où il a 32 ans. Juste, T-Jack 9265 nous dit d'un point de vue symbolique, Thierry est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur d'Arsenal, alors que Benzema est une légende parmi une multitude de légendes au Real Madrid. Bah ça, tu vois, de ce que tu disais tout à l'heure, Bassim, franchement, à part Ramos, qui a fait plus long au Real Madrid depuis, enfin, à part Benzema, genre 11 ans. 11 ans à un niveau aussi élevé. Il y en a pas. Il y en a pas. Donc, il y a Ramos, Marcelo, Benzema au niveau de l'ancienneté actuellement. Mais c'est bien l'ancienneté, mais après c'est l'empreinte que tu laisses dans le club. Et tu crois que Benzema va pas laisser une empreinte au club? Si, mais je pense que dans le cœur des supporters, t'as d'autres joueurs qui passent avant lui. Même Non, si pas forcément, pas maintenant. Vas-y. Ouais, non, je reviens sur la longévité. En termes de longévité, Raoul, il reste pas pratiquement 16 piges au club. Non, je parle sur l'histoire. Enfin, je croyais que je croyais que Mehdi parlait. Enfin, sur l'histoire récente. récente. Ah, ok. Parce que même un Guerrero. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il s'assoit à la table de légende. Donc, en vrai, il en fait partie. Ah oui. Oui, ça, on n'y pas, par contre. Benzema, le mec, il tape des records. Actuellement, tu regardes les records de buts en Ligue des Champions. Le mec s'assoit à la table. Et pour le coup, c'est vrai, des plus grandes légendes de ce sport sur la plus grosse des compétitions. Et s'il marque l'histoire et je suis désolé, mais marquer l'histoire d'un club comme le Real, c'est pas pareil que marquer l'histoire d'un club comme Arsenal. C'est pas la même histoire. C'est pas la même taille. L'accomplissement n'est pas le même. C'est comme, je sais pas, en NBA, faire partie des meilleurs Lakers de tous les temps, c'est un énorme accomplissement, plus gros qu'être le meilleur joueur de l'histoire de, je sais pas, de Charlotte, tu vois. Donc là-dessus, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut prendre en compte le club en question. Et je vais juste répondre un truc à Mister Cocktail. Tu respectes pas Arsenal. Mais vas-y. Mais c'est fou, arrête, je respecte Arsenal, je respecte ce qu'a fait Thierry Henry. C'est juste que pour moi, Real et Arsenal, on peut pas vraiment comparer au niveau de l'impact dans l'histoire de The Sport. Et par contre, je suis pas d'accord avec Mister Cocktail pour peut-être
pour juger le meilleur neuf français, encore faut-il avoir une carrière complète en équipe de France. Moi, ça, je suis pas du tout d'accord. Surtout quand aujourd'hui une carrière en sélection nationale pendant 10-15 ans, ça dépendait de l'horoscope selon Raymond Domenech, selon certains choix de Laurent Blanc ou selon des choix dicté par le ministre de l'Intérieur. Je suis désolé. Ça, à un moment donné, on est obligé de le prendre en compte quand on juge la carrière de Benzema. Il est tombé quand même dans la pire histoire de l'équipe de France, avec rempli de personnes assez incompétentes dans leur poste. Et ça, faut le prendre en compte. On peut pas dire non. Là, je suis d'accord. C'est clair. Alors, Benzema, 4e ou 5e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, il y a quoi? Bon, Jordan est totalement remonté. Tidjak qui nous demande meilleur passeur décisif du Real en Ligue des Champions actuellement, peut-être, j'en sais rien. Ça doit être lui, puisque avant c'était CR7. C'est possible. C'est possible, ouais. Et mec, on va passer à un autre joueur, si ça vous va. C'est un mec. Bon, alors là, moi, par contre, je vous écoute attentivement parce que tu nous as niqué les oreilles, Manu, je crois. Excusez-moi. Je comprends, Manu. Ça me révolte ce que je dis sur le chat. Je comprends pas. Un gars qui a 20 ans de carrière, c'est le fameux JPP, le grand Jean-Pierre Papin, qui est le seul dans ceux qu'on a cités à avoir eu le Ballon d'Or. Mais en termes d'attaquant, de neuf, pour moi, c'est le meilleur. Genre, vraiment en termes de joueur. De buteur. Ouais, de buteur, voilà. Le mec bute. Et ça, j'avoue, JPP, c'est incroyable. Mec, vas-y. Et non, le pire, c'est qu'il est Ballon d'Or avec Marseille. Hein. C'est pas avec une. Non, je crois pas. Je crois que c'est avec Marseille. Je crois. Il est Ballon d'Or à Milan, hein, je crois. T'es sûr? Milan, ouais. Bah alors, imaginez. Bah, c'est pas ma génération, mais enfin, de ce que j'ai vu. Et là aussi, on parle de Milan. Là encore, marquer l'histoire. Enfin, il n'a pas forcément marqué l'histoire. Il n'a pas non plus marqué l'histoire du Milan. En même temps, regarde les joueurs qui ont marqué l'histoire de Milan, tu vois. Shevchenko, Van Basten, tu vois. Rien qu'en fait, être associé à ces noms, c'est déjà un énorme accomplissement. Attends, je te coupe. Effectivement, non, c'est Magic qui a raison. Ballon d'Or en 91. Merci les gars. Il était 91 avec l'OM. Avant-dernière saison avec l'OM. T'as Nico qui nous dit, avec le compte, qui nous dit que JPP a pas assumé à l'étranger, blessure et baisse de niveau. Il a pas tort. Après, il joue au Bayern. Après, ça coïncide aussi avec sa petite baisse de régime en équipe de France pour le très peu de souvenirs que j'ai de cette époque-là. Mais je me rappelle que son passage au Bayern n'avait pas été spécialement. Il a mis que 6 buts au Bayern. Il en a mis 31 avec le Milan sur 63 matchs. Et il a marqué 175 buts avec l'OM. Donc, non, gros buteur. Il a joué aussi au Girondins. Oui, 10 matchs. Je me rappelle. Il était un peu fatigué quand même. La division 1 de ma jeunesse. Mais après, il était 3 fois de suite meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais Papin en termes de buteur, mais c'était incroyable. Après Papin, pour le coup, l'histoire en équipe de France, là aussi, il fait pas partie des plus belles périodes de l'équipe de France. Il fait pas non plus partie de certaines belles périodes du football français, parce qu'il est quand même dans un OM qui était un petit peu particulier à l'époque aussi. Faut le prendre également en considération. Donc mais en termes de neuf, en termes de joueurs, intrinsèquement, pour moi, c'était le meilleur. En tout cas, c'était ma cam de buteur, tu vois. 5 fois meilleur buteur de Ligue 1. Avec à chaque fois à peu près plus de 20 buts. C'est vraiment un homme de stats. Et puis c'était un gars qui avait un sens du but incroyable et on avait l'impression à l'époque que il pouvait marquer dans n'importe quelle position, notamment les papinades comme Thierry Roland appelait ça. Le type en fait sortait des reprises de volée ou des bicyclettes à n'importe quel endroit et ça partait toujours sous la barre. C'était assez ouf ce sens du but inné. 4 fois champion de France. 2 fois champion d'Italie et 1 fois il gagne la Champions League. Ouais. Et il est finaliste aussi avec Marseille de la Champions League et il fait partie du grand Marseille aussi qui fait partie à ce moment-là des grands d'Europe. Donc ouais,
En termes de buteur, c'est le meilleur buteur, je pense. Pour moi, le meilleur buteur français. Ouais. Après, c'est pas le plus complet. Benzema, il a d'autres cordes à son arc. Donc, il est passeur. C'est un buteur. Il sent le jeu. Il a un peu tout, Benzema, en fait. Hein, c'est ça. Bah, c'est le plus complet de tous, hein, franchement. Ce que sait faire Benzema, et on en a déjà parlé, Benzema est à mi-chemin entre un 10 et un 9, et il sait faire les deux. Ce que personne dans les noms qu'on a cités sait faire. Après, c'est pas le mec le plus rapide. Le Tu plus trouves? rapide. Benzema, il est pas lent non plus, hein. Il est normal. Normal. Voilà. C'est pas Zidane, mais voilà. Donc, C'est pas une flèche. franchement, non. Honnêtement, Benzema, moi, déjà, de toute façon, je pense que ce débat a lieu d'être. Moi, je vote Benzema pour la longévité et pour l'accomplissement de sa carrière. Bémol, hein, évidemment, sur ses performances en sélection, même s'il a des circonstances atténuantes. En termes de neuf pur, Papin. Et sur les deux carrières, équipe de France et club, je choisirais Thierry Henry. Après, moi, je mets un bémol sur sa période à Barcelone quand même. Je trouve que moi, j'ai jamais digéré après son départ d'Arsenal pour Barcelone. Franchement, Oui, il en met. parce que t'es trop madrilène, c'est tout. Non, parce que même pas. Arrête, sois objectif. Il emmène Arsenal en finale de Ligue des Champions. Ouais, mais Bassim. À Barcelone, il est traité comme un moins que rien. Genre, Griezmann, là, comment il est traité, il était traité comme ça à Barcelone. Mais parce que regarde, Bassim, c'est simple. Avec Arsenal, pardon, je pense qu'il avait pas atteint le plafond de verre, mais il avait atteint les limites. Il savait en fait que la finale perdue face à ce même Barcelone en 2006, c'était sa limite. Il savait qu'après ça, genre, que Arsenal n'allait plus. Alors je dis pas plus jamais, mais plus en fait sur moyen voire long terme, retourner en fait à ce stade de la compétition. Et par rapport à son statut de joueur, par rapport en fait à l'aura qu'il avait, il savait que il aurait toutes les chances de s'imposer dans un club avec une plus grande histoire et un meilleur club que ça, donc à savoir le FC Barcelone. Par contre, ce à quoi il s'attendait pas, c'était le traitement que Guardiola lui réservait. Et de toute façon, ça se voit de toute façon avec les joueurs étrangers, notamment français, lorsqu'ils arrivent en Espagne, rien ne leur est dû. En gros, ils arrivent, c'est limite genre, c'est des kidam quoi. C'est ok, d'accord. T'as mis tes 35 buts en Première Ligue, t'as mis tes 28 buts en Ligue 1 en 32 matchs. Ici, t'as tout approuvé, surtout dans un club comme le Real Madrid ou alors le FC Barcelone. Et à partir de là, c'est porte ouverte à toutes les fenêtres. Et là, Guardiola, et t'as Germinho, il nous dit il y avait Eto'o aussi. Mais Eto'o, à l'été 2009. Henry est toujours là, mais on ramène Ibra. Tu sais, la décision n'a pas été on fait partir Eto'o pour laisser Henry en pointe. Guardiola, pour moi, je pense vraiment que Guardiola ne voyait pas Thierry Henry comme un avant-centre. Je pense, par rapport en fait au but qu'il a pu mettre avec Arsenal, comme son super match qu'il fait au Santiago Bernabéu en 2005, je crois. Il est incroyable. Ouais. Il est monstrueux. Le type qui prend de vitesse, je sais plus, il y avait déjà Sergio Ramos à l'époque. Aussi, je crois. Avec Cannavaro aussi. Le mec te les prend de vitesse. Et puis on a aussi le souvenir du grand pont qui tape à la fin, à la 93e minute. Et après, pour aller se mettre au poteau de corner. Et par rapport à cette pointe de vitesse qu'il avait, Guardiola s'est dit, moi, je vais jouer là-dessus. Enfin, ça se trouve, c'est ce qu'il a pu se dire. Parce qu'après, quand tu ramènes Ibrahimovic, effectivement, là, c'est pas la même chose. Mais bien sûr, après Benzema, énorme joueur, rien à dire. En plus, il y a, je sais plus qui disait, je crois que c'était Jordan qui disait sans tirer les pénaltys en plus. Hein. Oui. C'est stats incroyables sans tirer les pénaltys. Maintenant, moi, de mon côté, celui qui m'a le plus marqué, où je garde un meilleur souvenir, c'est Thierry Henry sur l'ensemble de sa carrière, que ce soit Arsenal ou en équipe de France. Pour moi, il m'a plus marqué que Benzema, ou même si j'adore Benzema, hein, et il a fait aussi pas mal de très bonnes saisons. Il y a certaines saisons où je l'ai trouvé un peu plus en dedans, et c'est vrai qu'avec avec son histoire avec l'équipe de France, il manque quelque chose. Il y a un goût inachevé.
ça fera évidemment tâche. Et Thierry Henry, Thierry Henry, ce qu'il fait à Arsenal, mais c'est incroyable. Rien que le fait d'avoir fait d'Arsenal à ce moment-là un contender régulier pour le titre, multiple champion, je vais pas rappeler son palmarès, et avoir fait exister Arsenal en Ligue des Champions, c'est incroyable. Mais c'est aussi l'œuvre d'Arsène Wenger. En fait, c'était le duo. T'avais Wenger, qui gérait le club et t'avais Henry sur le terrain, patron. Vu que Manu a parlé du match d'Henry face au Real, moi j'ai un match de Henry face à l'Inter en phase de poule où il va s'imposer 5-1 à Giuseppe Meazza, mais il est monstrueux. Et c'était, je me rappelle encore de la tête de Javier Zanetti à un moment donné. C'était une époque incroyable. Donc moi après franchement, Majdi, là on caricature certaines choses et tout, mais les 4 joueurs dont on parle, parce qu'on n'a pas parlé de Cantona, mais c'est ce qui se fait de mieux en termes d'avant-centre français, hein, qu'on soit d'accord. Et dans le top de l'histoire européenne, moi je remettrai jamais ça en question. Un mec comme Henry, j'ai vibré, j'ai kiffé sur lui large, tu vois. Et Benzema, faut récompenser sa carrière. Et il y a un joueur dont on n'a pas parlé aussi, c'est Trezeguet, mais bon. Après, c'est Ah, un petit peu, David, c'est un petit peu en ouais. dessous. C'est un Pour petit les peu en dessous, romantiques, mais- ça. Hein. Ouais. Ah, mais Non, mais il avait aussi des stats incroyables aussi. Hein. Après, il avait des- enfin, on tu parle vois, de stats, c'est hein. que le principe de stats n'était pas le même à l'époque. Je veux dire, à Non, l'époque, non. un mec qui mettait un but tous les 2 matchs ou 1,5 but tous les 2 matchs, c'était un excellent buteur. Mais Maintenant, malgré ça, il Ronaldo scorait a des standards Ouais. beaucoup plus élevés, tu vois. Malgré ça, il scorait énormément, hein, Trezeguet. Ouais. Quand tu regardes ses stats, c'est incroyable. mais après lui, sa vie, c'était le but. Je me rappelle c'était à l'époque, je crois que c'était en 2006, où il fait une vidéo dans l'équipe du dimanche où il explique, je sais plus à qui, il explique sur un paperboard, il dessine, il explique comment il est utilisé à la Juve et pourquoi ça ne marche pas en équipe de France. Et il dit, moi je suis bon, il te fait un grand cercle ou un grand carré pour te montrer, pour te désigner la surface de réparation. Et il dit, bah moi j'ai Camoranesi, j'ai Nedved, eux ils savent comment me trouver. C'est le mec. C'était le renard des surfaces et limite un peu, tu sais, limite ça représente pas trop la culture française parce qu'on n'a pas forcément produit énormément de renards des surfaces et c'est intéressant que ça tombe sur un joueur qui n'est pas Ah ouais, c'est origine, que argentine si je me trompe pas. c'est un Argentin, donc en plus, t'as quand même une culture un peu plus élevée en termes de neuf en Argentine, quoi. C'est ça. Donc on a quand même réussi à produire de beaux neufs, mais seulement un au final aura eu une belle histoire en sélection, c'est Thierry Henry. Trezeguet aussi, mais elle a mal fini. Ouais, franchement, Trezeguet, elle est pas. En vrai, même Henry, elle a mal fini son histoire Oui. Ah bah oui, mais après, Mister Cocktail en parlait tout à l'heure, c'est que la manière dont il s'est fait tailler contre l'Irlande, mais je comprendrai toujours pas. Enfin, c'est incroyable. Non, il y a c'est- Jordi sur le chat qui dit parce qu'il n'y a pas de débat, très grand attaquant, mais c'est en dessous, en parlant de Trezeguet. Je peux J'ai envie de lui comprendre. dire, non mais j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que t'en sais? T'avais 5 ans quand tu l'as vu jouer, t'avais 5 ans, donc ne me parle pas de lui, s'il te plaît. Oh, il a vu en équipe de France quand même. Après, c'est sûr, à la En Juve. 2006? Pas tout vu, tu vois. Moi, j'adorais. Et t'as Germinho qui dit Trezeguet était le renard des surfaces par excellence et ça je confirme. Bah, on se souvient tous son but face à Toldo je crois que c'est la plus grosse célébration que j'ai jamais faite de ma vie sur un but. Moi aussi, moi je pleurais. Et moi, je sincèrement, ce but-là, Je dis, je suis sûr. Non. non, mais J'aime bien l'Italie. Comme tous les Tunisiens. sincèrement, sur ce but-là, il y a tout qui est parfait parce que déjà t'as le débordement de Robert Pires qui met dans le vent, alors je sais plus c'est quel défenseur, le centre en retrait, et puis après c'est Trezeguet parfait. Enfin déjà il est placé au bon endroit, il a le bon équilibre et il fait le bon geste du mauvais pied, c'est parfait. Ouais, non, Et t'as la frappe qui part à 100 à l'heure sous la barre, t'as Toldo qui part totalement à contre-pied, il y a tout est magique dans ce but. Et ça, franchement, tu vois, pour le coup, c'est peut-être de tous, c'est celui qui a mis le but le plus important Ouais, c'est vrai. de tous en équipe de France. Donc ça compte pas mal. T'as Jordan qui nous dit, tu parles de papa, mon frère, t'avais 1 an et demi, je sais pas, tu racontes quoi. C'est intéressant ce que tu dis hier sur les gros matchs parce que Henry et Germinho en parlaient. C'est vrai qu'Henry n'a pas de but sur les finales. Non, il nous demandait justement, est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de but en finale, que ce soit de Coupe du Monde, Ligue des Champions, Euro Non. Après, tu veux parler de Benzema, il y en a un. Et C'est pas le plus beau. Hein. c'est pas le plus beau, mais il va le chercher. Il va le chercher. C'est pas qu'une erreur.
Après, Il l'expliquait d'ailleurs dans son documentaire. Il faut le après, mettre. Mais après, Thierry Henry, il a certes pas de but en finale, mais il a quand même des buts dans des matchs importants. Par exemple, on a le match face au Portugal, à l'Euro 2000. Et t'as aussi, après, j'en avais parlé, le but face au Brésil avec, en quart de finale. Bah ouais. Et c'est à peu près tout. Et puis après, il y a la Coupe du Monde 98 où il fait une phase de poule relative. Grosse phase de poule, ouais, non, c'est clair. Peut-être Thierry Henry bémol l'Euro 2004. Comme pour beaucoup, hein, mais l'Euro 2004, gros bémol pour cette sélection française qui était favorite et qui aura choc comme beaucoup face aux Grecs. Et ça, surtout qu'en 2004, genre pour moi le prime Thierry Henry c'est 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006. Ces 3 saisons-là, il est monstrueux. En 2004, je crois que c'est lui qui va chercher le penalty face à l'Angleterre là. À la fin, c'est lui. Ah, c'est Steven Gerrard hein, qui le cherche, le penalty, ça passe en retrait. T'as Jordan qui nous dit, t'as pas le droit de parler de compétition avant 2010. Bah si, la Coupe du Monde 2006, gros, t'inquiète pas, je l'ai écumé, gros, demande-leur. La chaise de Coupe du Monde. Je connais les mecs. Du coup, c'est qui chacun donne son nom, du coup. Manu, c'est Thierry Henry. Majdi, c'est Thierry Henry, toi aussi? Henry. Attendez, la question c'est quoi? Maintenant que parce que ça s'est beaucoup embrouillé sur la question. Non, c'est quoi la question? C'est quoi la question? Je vous la pose. C'est quoi la question? Est-ce que c'est le meilleur 9 français, tout simplement? Oui. Si c'est le meilleur 9 français, tout simplement, je reste sur Titi. Moi aussi, je reste sur Henry aussi. Moi, j'irai sur le meilleur 9 français qui a révolutionné le poste de 9 et c'est Benzema. Très bien. Bah, c'est dit. Les mecs, moi, franchement, gros, j'ai vibré avec Henry, j'ai vibré avec Benzema, mais j'attends de voir. Non, je suis désolé, j'attends de voir. Il y a la nostalgie qui joue et il y a l'instant présent qui joue aussi. Franchement, je pense qu'on se rendra compte dans quelques années. Après, en termes d'empreinte, et moi, je suis cordé avec la longévité de Benzema. Et c'est vrai que c'est vraiment, faut pas mettre l'équipe de France dans cette équation-là parce qu'il y aurait même pas débat en fait. C'est classe, tu vois. Et c'est injuste en fait de comparer un joueur qui est encore en activité avec un joueur qui n'est plus en activité, parce que le joueur qui n'est plus en activité a déjà, on va dire, le statut de légende, alors que Benzema il est encore en train d'écrire son histoire. On sait jamais si Benzema revient en équipe de France quoi. Aussi avec Zidane en 2022. Ou si là cette saison il va te chercher une Ligue des Champions avec le Real et il finit Ballon d'Or, gros faudra se poser des questions, tu vois, à ce moment-là aussi. Donc Benzema, le truc c'est qu'il a encore, pour moi, il a encore 3 belles années devant lui. Bassim, t'as oublié les glissades sur les pubs de TPS, sur les pubs de TPS Multivision. Thierry Henry est incroyable, et même maintenant quand tu l'écoutes parler de foot, mais Benzema, on s'en rendra compte aussi à la fin de sa carrière, à quel point ce joueur a... Énorme joueur. C'est ça. Rien à dire. Les mecs, bon, Germinho nous dit Thierry Henry, je crois, ouais, on avait compris. Jordan nous dit Benzema, on avait aussi compris. À part donner des théories conspirationnistes, il ne donne pas son 9, lui. Qui ça? Yous. Ah non, je crois que Yous préfère Benzema. Un Twitter ça dit que Henry est dans le top 3-5 des attaquants de l'histoire du football, vous êtes d'accord? Et on va clôturer ce débat là-dessus. Fait une émission sur les 9 de l'histoire, alors, parce que là, comme ça, c'est chaud. Ouais, on va repartir pour 1 heure, je pense. Autant pour le coup, tu vois, ce débat était compliqué parce qu'il y a là les facteurs qui rentrent en compte. Autant, ça nous a bien inspiré pour un débat sur les 9. Commencez déjà à réfléchir. On va essayer de vous proposer ça. Alors, non. Pour moi, non. Très bien. Dos Santos. Très bien. Les mecs, on va passer à la Minute Inter, si ça vous va, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Manu, un minute express Inter. Après, on passera au type. C'est vrai que tu as beaucoup tipsé sur Inter La Spezia. Dis-nous ce qui se passe en 1 ou 2 minutes. Vas-y. Ce qui se passe, c'est simple. L'Inter qui se rebiffe un petit peu après son élimination prématurée et assez humiliante de la Ligue des Champions, sortie par la petite porte. Donc, vous avez un match la semaine dernière face à Cagliari
qui avait pourtant bien commencé. Comme souvent, l'Inter en fait a ce gros manque d'efficacité puisqu'il y a que Lukaku, entre autres en fait, qui ne marque que dans cette équipe-là, avec pléthore d'occasions. Le goal de Cagliari, je dis son Cranio, qui limite le match de sa vie en sortant des parades totalement incroyables, et Cagliari qui ouvre le score contre le cours du jeu aux alentours de la 38e minute. Ensuite, ce qu'on a, c'est Cagliari qui fait le dos rond, puisqu'ils ont fait ça tout le match, et l'Inter qui pousse, pour au final égaliser par Nicolo Barella, une super reprise de volée à la 77e minute. Et ensuite là, ça a été le déclic. L'Inter a mis 2 buts dans les 10 minutes qui ont suivi. Un autre en fait par le bon soldat, comme je l'appelle, Danilo D'Ambrosio, pas le meilleur joueur, mais qui est toujours là en fait pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Et un dernier but presque anecdotique de Lukaku, qui se permet de faire un grand pont. Soupape. Il a pas fait comme Morata, lui. Hein. Il a bombardé les cages. Ouais, il a bombardé. En plus, ce qui est assez drôle sur le but, si on a l'angle inversé, c'est que tu vois, t'as un petit ramasseur de balles derrière, en fait, qui se cache sur la frappe. Ça aurait bien fait gaulerie. Et ensuite, l'Inter en fait avait conforté sa place sur le podium et pouvait prétendre à mieux, avec cette réception donc des Napolitains hier. Et sincèrement, je me suis regardé le match en même temps que le match PSG-Lorient, et c'était abominable. Sincèrement, c'était une purge comme j'en ai rarement vu. 2 équipes très moyennes. Par contre, un Handanovic retrouvé. Ça fait plaisir parce qu'il a montré beaucoup de lacunes ces derniers temps. On sait qu'il prend de l'âge, mais là, on aurait dit que c'était le Handanovic d'il y a environ 5 ans. Donc, c'était le lui d'il y a 5 ans d'encore d'aujourd'hui. Des parades totalement incroyables, notamment face à Lozano, face à Insigne, face à Petagna. Naples qui a pas été verni dans ce match-là. Ce qui a aussi été incompréhensible, c'est comment Naples a jeté à la poubelle leur match, parce que il tenait réellement tête à cette équipe de l'Inter qui n'était absolument pas dangereuse, avec un milieu, encore une fois, qui était aux abonnés absents, notamment un certain numéro 5, donc je vais pas prononcer le nom. Penalty assez bête concédé par David Ospina. Et là, en fait, t'as Insigne qui pète un câble, on ne sait pas pourquoi, et qui part voir l'arbitre, qui commence à insulter, carton rouge, tout simplement. Donc Lukaku, il se fait pas prier, il marque. Et parallèlement, et le gros paradoxe de ça, c'est qu'on pensait que l'Inter allait appuyer et pouvoir mettre voire 3 buts en plus, parce il y avait la place. Et non, en fait, c'est Naples qui a eu les meilleures occasions sur la fin de match, notamment avec un poteau touché par Petagna. Donc voilà, c'était, comme le dit Majdi, mi-figue, mi-raisin. Encore une fois, le contenu n'était pas bon. Lautaro Martinez, je suis désolé, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est contradictoire ce que tu dis là. Parce que moi, j'ai vu tes tips. Je sais ce que tu vas jouer. Ouais. Mais c'est mauvais, mais à un moment donné, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille. Et je pense que un promu, c'est la bonne occasion de pouvoir marquer. Lautaro Martinez va partir en première ligue, parce que le Barça n'a pas d'argent, donc il ira en première ligue. Et l'Inter va choper Andrea Bellotti. Parce que Bellotti, là, il est 19e au classement avec son Torino. Il est dans les meilleurs buteurs. Bellotti, faut qu'il parte, parce que là, il est en train de gâcher son talent. Franchement. Sirigu également. Andrea Bellotti, Sirigu doivent partir. Singo également, là, le jeune latéral droit, voire même un Meïté de chez eux. Mais concernant l'Inter, le contenu n'est pas bon. La deuxième période, à part cette parenthèse Cagliari, où ils ont affronté une équipe qui était relativement inférieure à eux, et par contre, et je pense savoir pourquoi, tout simplement. Parce qu'Eriksen était sur le terrain. Parce qu'Eriksen, en fait, est un joueur qui apporte du danger, et en plus d'être un excellent footballeur, c'est un vrai bon numéro 10, c'est un vrai bon milieu de terrain qui sait organiser le jeu. Et sur les occasions, en fait, que l'Inter a eues face à Cagliari, le danger, en fait, venait pratiquement tout le temps d'Eriksen. C'était soit Eriksen servait Lukaku, ou alors il servait Alexis Sanchez. Là, on l'a vu, il n'était pas là face à Naples, il n'est même pas rentré. On a vu en fait que l'Inter avait beaucoup de problèmes. Et t'avais même les commentateurs Christophe Josse et Daniel Bravo qui pétaient un câble sur Gagliardini, parce que Gagliardini en fait n'apporte rien
à cette équipe, il ne sert à rien dans ce milieu. C'est un joueur fantôme, c'est-à-dire en fait, il prend jamais de risques. Certes, des fois, il va marquer un but par-ci par-là, et Conte va le conforter dans le 11 type. Mais autrement, franchement, je le recommanderais dans aucun 11 en Europe. C'est ouf, quoi. Manu, tu as joué Et il va être transféré au PSG cet hiver. Voilà. Et c'est pour ça que, ouais. Mais je dis, est-ce que tu peux mettre les tips de Manu? Ça ferait une parfaite transition parce qu'il en a 3, je crois. Allez Manu, C'est parti. c'est parti. Alors, sur mes tips de ce week-end avec l'Inter, donc il reçoit la Spezia, donc c'est un promu, et bien entendu, je vois l'Inter gagner, donc de 2 buts, ni plus ni moins, c'est assez risqué, mais c'est coté à 3,75. Le but de Lautaro Martinez qui est coté à 2,03, parce qu'à un bout d'un moment, en fait, il va falloir se réveiller, ça fait environ 3, voire 4 matchs qu'il n'a plus marqué avec cette équipe, et bien entendu, le traditionnel Lukaku plus Inter, c'est coté à 1,74. Ça baisse, ça baisse de ouf. Ouais, ça commence à baisser puisque je pense que les bookies ont compris le système. Parme qui reçoit la Juve de Cristiano Ronaldo et de Pirlo, et dans ce match-là, je vois Gervinho marquer, c'est marqué 45. Et pourquoi Gervinho? Parce que Gervinho, c'est un spécialiste des grands matchs. Il marque pas spécialement souvent face en Serie A tout simplement, mais dès qu'il arrive face au gros, que ce soit l'Inter, le Milan AC, la Roma, la Juve, on l'a vu sur les saisons précédentes, il sort une masterclass, soit en passe décisive, soit en but. Donc c'est jouable, le 4,45. Et ensuite du côté de l'Angleterre, c'est Everton qui reçoit Arsenal, qui n'est pas bon, qui est mauvais. Et je me demande comment Arteta en fait n'est toujours pas parti. Et sur ce match-là, un traditionnel également, donc c'est Calvert-Lewin et Everton qui gagne à côté, hein. À 3,40, et c'est excellent. C'est une excellente cote. Merci beaucoup Manu. Bassim? Mes tips? Bah oui. Très bien. Alors, je vais commencer avec Southampton contre Man City. Je vais aller sur la surprise avec Southampton ou nul à 2,46. J'ai pas envie de m'expliquer, juste que City ne me rassure guère. Donc, je pense que, alors que Southampton fait vraiment une très belle saison. Donc, je les vois bien accrocher City. Ensuite, je vais aller sur Everton Arsenal. Donc, comme Manu, juste Calvert-Lewin buteur à 2,34. J'ai un peu peur du nul quand même parce que Arteta retrouve son ex. Donc, attention à ça. Tottenham face à Leicester, je trouve Tottenham vraiment bien coté à 1,98. L'année dernière, ça avait été une leçon de football de Mourinho, football de transition, et je le vois bien refaire ça face à Leicester encore cette saison. C'est coté à 1,98. Le Celta Vigo, mon petit Celta, qui est vraiment l'équipe à suivre en ce moment en Liga depuis l'avenue de Koudé. Vraiment une très belle équipe, hein, ça joue très bien. Mais je pense que tu te régalerais plus que devant ta Ligue 1 de merde. Respect. Je peux te virer du live. Hein. Je peux te virer du live. Et je termine avec Cagliari face à Udinese, et je vais aller sur mon chouchou Joao Pedro buteur, et c'est coté à 3,10. Parfait. Match 10, c'est à toi. Alors, on va partir en Ligue 1. Ma bonne vieille Ligue 1, Bassim. Alors, moi, je vois l'OM au nul et les deux équipes qui marquent. Ma spéciale. Voilà. C'est coté à 2,13. Ensuite, je vais jouer un buteur. Donc, c'est Reims qui a son meilleur buteur. Donc, Boulaïdia. Il est coté à 3,38. Ça plaira à Maxime, ça. Voilà. Kakuta qui marque beaucoup en ce moment. Donc coté à 4,50, pour moi c'est une très belle cote. Donc ça se tente bien. Et enfin Monaco, je vois Monaco gagner, et les deux équipes qui marquent, ils encaissent pas mal de buts en ce moment Monaco. Donc moi je les vois encaisser un but, surtout que Dissassi sera pas là, il avait pris un rouge au dernier match. Donc Monaco qui gagne et les deux équipes qui marquent, coté à 2,49. Voilà. L'OM joue qui, Magie? Reims. D'accord. Ah, j'avais pas entendu. Okay. Le traditionnel, hein. Moi, je dis c'est le double. Yes. À moi, du coup? À toi, Yad. Alors, moi, je fais pas mal de paris en Bundesliga cette fois-ci. On aurait pu parler du Bayer Leverkusen, Bayern Munich, mais on en parlera avec le Bully Boy qui nous parlera de Leverkusen, voire de Gladbach. En parlant de Gladbach, moi, face à Hoffenheim, je vois Gladbach gagner et plus de 2,5 buts.
C'est coté à 2,02. Pas mal de buts entre ces deux équipes. J'aurais pu jouer le double chance, mais c'était beaucoup moins bien coté. Mais bon, j'ai quand même confiance en Gladbach. 2,02. Weghorst qui n'a pas marqué face au Bayern, mais qui était sur une excellente série, donc il va se reprendre. Enfin, en tout cas, il va la continuer face à Stuttgart dimanche. C'est coté à 2,28. Ensuite, j'ai une grosse cote, c'est justement dans ce match-là, dans le choc de la Bundesliga, c'est Bayer Leverkusen, Bayern Munich. Je joue Lewandowski et match nul. C'est coté à 9,50 parce que j'ai du mal à voir le Bayern gagner et je me tâtais sur un buteur côté Leverkusen. Je sais pas qui va débuter entre Chic et Alario. Donc 9,50, je la prends parce que je vois toujours Lewandowski marqué. En Espagne, j'ai regardé les arbitres et il est revenu. Manzano. Eh oui. Et il faut le jouer. Il a arbitré le match. Ouais, cette semaine? Ouais, il a arbitré le match. Il a arbitré le match du Real contre Bilbao. Je t'invite à regarder les mains dans la surface qu'il n'a volontairement pas sifflé. C'est. Je savais même pas que c'était lui. Il y a un moment, il y en a un, il était à 2 doigts de porter la balle des 2 mains. Il n'aurait pas sifflé. Il s'est fait traumatiser. Ça y est. Tu penses? Je pense qu'il lui a mis quelques coups de pression. Écoute, s'il y a bien un que je dois jouer, c'est lui, c'est Viva Valladolid. C'est coté à 3,20. Et ensuite, le match entre la Lazio et le Napoli. Pour moi, il n'y aura pas énormément de buts. J'ai peur de la purge sur ce match-là. Mais je vais quand même jouer en fonction des titulaires. Irving Lozano, c'est coté à 2,88 parce que c'est le joueur du côté du Napoli en attaque que je trouve le plus intéressant. Voilà. J'ai pas de qui suis-je, mais j'ai une petite question. Une stat qui m'a alarmé. Quel est le championnat où il y a eu le plus de cartons rouges cette saison pour l'instant? C'est la Ligue 1. Deuxième question. À votre avis, combien de cartons rouges ont été attribués cette saison en Ligue 1? En Ligue 1 moi, 23. Moi, je dirais. Attends, moi je vais dire. Chacun s'arrête sur un nombre. Donc, Yad, c'est 23. Attends, il y a eu combien de journées là? Manu, Majdi, arrête, donne un nombre, merde. Moi, je dirais 26. Il y en a eu, je sais pas. Manu, tu me vas-y. Moi, je dirais plus 45. Majdi est le plus proche, il y en a eu 50. Quoi? 50 rouges. Qui est la Serie A. 50 cartons rouges ont été donnés cette saison en Ligue 1. C'est grave. Voilà. Je suis parti sur une moyenne de 4 cartons rouges par match, par journée. Donc voilà, vous faites le calcul. Je crois sur la journée précédente là, qui s'est jouée mardi, mercredi, de tête, là, j'en compte 3. Marseille, Monaco et Lorient. Après, le reste, je sais pas. Non, mais même en début de saison, il y avait beaucoup de rouges en début de saison. Ah ouais, en début de saison, ouais, c'était assez ouf. Non, mais c'est le mettre en bio qu'il était le plus proche dans ce quiz. Merci Philippe. C'est pas la Serie A, c'est la Liga avec 28 rouges. C'est quoi, c'est le moins celui-là? Non, c'est le deuxième derrière la Liga. Le moins, c'est la Bundesliga avec seulement 14 rouges. Ça fait Bundesliga 14, Première Ligue 18, Serie A 23, Liga 28, Ligue 1 50. C'est énorme. Ça siffle trop en Ligue 1. Il y a trop de. Enfin, le jeu est trop haché à cause des arbitres. C'est dommage qu'on ne peut pas parier sur les cartons rouges. Ouais. Ou sur les jaunes de Paredes. Les jeunes. Les mecs, merci beaucoup. C'était une belle émission, un gros débat animé comme d'habitude. De toute façon, quand vous êtes là, c'est toujours comme ça. Alors, Mister Cocktail qui nous dit ça veut dire beaucoup, exactement, ça veut dire beaucoup de la qualité, de la piètre qualité de notre championnat. Désolé Majdi. En tout cas, les mecs, merci beaucoup. On revient très vite. On revient dimanche avant match spécial, parce qu'on n'a pas parlé de PSG, c'est PSG Lille ou Lille PSG. PSG parce qu'on se réserve un petit avant-match à 20h pour parier de Lille PSG. On espère que Nico va retrouver la lumière, on espère que Rico ne sera plus bourré, on espère que Majdi et Manu vous serez là, on espère que vous serez nombreux pour parier sur la grosse affiche de ce championnat de merde où il n'y a que des rouges. Mais où t'as quand même une affiche assez alléchante. Je te laisse pas sur le mot de la fin, Bassim. Il est pour toi le mot de la fin, Majdi, tout de suite. On se retrouve dimanche pour notre magnifique Ligue 1 avec un très beau match exceptionnel encore une fois entre le PSG et Lille. Merci à tous. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Salut les mecs.